monde et bienvenue sur Antipopcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve toujours avec William, toujours et encore. Salut François. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Il paraît que quand je rigole, je tiens mon micro. Oui, Donc, exact. vous pourrez compter le nombre de fois dans un podcast où je tiens mon micro. Ouais. Comment ça va, William? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. La saison avance et est bientôt terminée. On vous remercie en tout cas, c'est pas tout à fait fini, mais on vous remercie déjà en tout cas pour tout le soutien et tout votre amour et votre gentillesse que vous avez déversé sur ce podcast jusqu'à maintenant. On est très reconnaissants. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Brian. Salut. Ça va? Très bien et toi? Ouais, ça va bien, merci. Merci de l'invitation. Mais écoute, c'est avec grand plaisir qu'on va discuter, qu'on va échanger. Brian, il a le look du mec détendu, tu sais. Ah, moi, oui, le bras sur le micro. Tranquille, Et tout, il est posé. Tu sais, c'est Ouais, vraiment le gars, on ouais. dirait, il tourne des podcasts tous les jours, le gars. Ouais. En fait, on scratch, je le fais. Non, Brian, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Écoute, je suis Brian Anthony Kelly. C'est joli, c'est stylé. Ouais, C'est ça sonne stylé. bien, hein. C'est mieux que William Gamuto, tu vois, par exemple. Je suis photographe. Actuellement, je me dirige beaucoup dans la mode et aussi directeur artistique dans pas mal de design, pas mal de concepts de création, de publicité et de vidéographie. Et tout ça, en fait, fait que je porte cette casquette de directeur artistique. Ok. Car je mélange tous ces aspects-là C'est de comme la ça création. c'est comme ça que tu te présentes, Exact, ouais. directeur artistique. Ouais. C'est un peu plus simple que de dire que je suis fais un graphiste, peu de photographe. ça, Voilà, ouais. tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, puis comme tu travailles avec des concepteurs-rédacteurs, tu malasses des concepts. Voilà. Ouais. Tu sais que j'ai remarqué, en fait, souvent, les photographes, on fait un boulot de DA dans notre taf parce que le client attend ça de nous et on se définit rarement comme directeur artistique en fait. On est un peu des couteaux suisses qui faisons tout, mais souvent la DA en intégré. Je trouve hyper bien en fait de pouvoir te dire que tu fais aussi de la DA et pas forcément le shoot et que c'est une activité qui est pas mêlée en fait. Ouais, bah aussi après ça fait aussi partie des étapes, tu vois. Finalement, tu commences par une DA, mais après si c'est toi qui shoot ou pas, bah finalement t'as pris cette casquette dans tous les cas, tu vois. Donc tu fais des DA sans forcément shooter des fois. Ça m'est arrivé de temps en temps. Pas souvent, mais ça m'arrive, ouais. Ça te frustre pas trop du coup en tant que Non, photographe? c'est souvent parce que j'ai pas le temps, que je suis pas là. Ouais. Donc c'est un peu après de la délégation, tu vois. Ouais, trop bien. Donc, voilà. On connaît pas mal de directeurs artistiques. Il y en a de plus en plus de gens qui s'assimilent ou qui se disent directeurs artistiques. Et c'est trop stylé. Pour toi, c'est quoi un bon directeur artistique? Je pense que c'est quelqu'un qui va savoir, en tout cas pour moi, hein, c'est de la manière dont je vois le truc, mais quelqu'un qui va savoir utiliser tous les médiums qu'il va poser dans sa direction artistique pour pouvoir diriger, parce que finalement tu vas diriger une équipe ou diriger différentes personnes. Donc ça peut être un graphiste, ça peut être un photographe, un vidéaste. Si le mec il a l'œil dans de la vidéo, dans de la photo, dans le graphisme, il peut diriger toute la ligne de production et tout l'imaginaire en fait qu'il y a derrière aussi. Parce que du coup il peut dire ok là je veux ça. Tu vois, c'est pas genre je vais te donner ça, j'ai envie de faire ça, mais en fait tu sais pas le faire et puis t'as une mauvaise communication de la technique et là du coup là tu perds ton rôle de directeur artistique. Enfin tu perds pas ton rôle, mais tu m'entends dans le sens où genre tu vas perdre ce savoir ou ce que tu essaies de faire transmettre parce que du coup c'est mal compris en face. Tu peux être directeur artistique selon toi si t'as pas fait de la réal, si t'as pas fait de la photo avant? Oui, je pense. Si tu connais le vocabulaire technique et que tu arrives à t'exprimer avec un photographe, oui. Ouais. Tu vois, en fait, c'est cette communication qui est importante. Transmettre, tu vois. T'as pas forcément, t'as pas besoin d'avoir produit toi-même. Par contre, de connaître son environnement et puis le vocabulaire qui va avec, effectivement. Moi, j'ai eu bossé des fois, c'est vrai, avec des DA qui connaissaient pas grand-chose, mais qui étaient des bons DA, en fait. C'est ça. Mais toi, du coup, tu as dit que t'étais réal aussi, tu as fait de la photo. Toi, qu'est-ce qui est la plus-value, justement, de faire ça pour ta DA? Je pense que c'est, en fait, un DA, par exemple, il a pas forcément... Par exemple, un DA qui est pas photographe ou qui a pas de cam, tu vois, qui a pas de cam dans les mains. Il n'y a pas forcément l'œil du viseur ou l'œil de genre je veux ci, je veux ça. Donc souvent en fait il va mettre de côté
la partie vas-y, profondeur de champ, machin, truc, je veux une compo comme ça, je veux ce lens, machin. Et en fait, ça te donne une plus-value, à mon avis, dans tes DA si tu l'amènes en amont. Tiens, j'ai besoin d'un lens, j'ai envie de faire un méga truc au fisheye parce que si, ça. Ensuite, tu vois. Et en fait, si tu as cet aspect-là, je pense que tu amènes grave une plus-value dans ta DA en amont. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair parce que tu donnes déjà une intention en fait dans ton angle. On en parlait dernièrement, là on est en train... on spoil pas trop en disant que voilà, on finit cette saison d'Antipopcast. La saison qui va venir va être bien différente. Et on travaille justement sur une DA pour la suite. Trop cool. Et ça a un sens, l'objectif que tu choisis en fait. Comment est-ce que tu es immergé dans la scène? Est-ce que tu es plutôt lointain, proche de ton sujet? Et puis ça change complètement tu sais, on a ces... Je sais pas si ça tourne aussi sur vos feeds YouTube ou réseaux sociaux, où tu as ce portrait selon l'angle de la lens. Et puis, en fait, tu vois que ça change les proportions du visage, mais la représentation qu'on en a et la distance par rapport à ce sujet. Ça change ton storytelling. Ouais, complètement. Ouais, vraiment, totalement. J'écoutais, en parlant de ça, ce fameux directeur de la photographie qui, je me souviens jamais de son nom, chaque fois que je raconte cette histoire je me souviens jamais de son nom. c'est un enfer, mais c'est celui qui a été DOP par exemple sur Blade Runner, je crois, 2042, celui qui a fait 1917 aussi. Super dark. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, le vieux avec les cheveux blancs, il est incroyable. Lui justement, il parle... En post-prod, on va mettre son nom voilà, sur la vidéo. Voilà, c'est ça. Ouais, s'il vous plaît. Justement, il parle de focale et c'est méga intéressant et il en parle pendant une interview. Puis en fait, il prend les exemples qu'il y a sur le set. Donc il est en interview et puis il dit vous voyez là, par exemple avec l'objectif que vous avez par-dessus l'épaule, moi j'aurais pris un objectif qui est plus large et je serais venu plus près pour avoir ce truc de je fais partie de l'interview, l'auditeur fait partie de l'interview. Donc voilà, je trouvais hyper intéressant en fait son point de vue, comme tu disais en fait très justement de ce point de vue de la compréhension d'une lens. Et toi, tu utilises quoi typiquement? On parle rarement de technique en fait dans ce podcast, mais là, t'as une préférence dans ta manière de shooter? Ouais, après, en photo, j'adore shooter genre 24. Quand je fais du moyen format avec mon Mamiya, j'adore faire ça. Je trouve qu'il y a un truc assez particulier qui ressort. Et sinon, après, en vidéo, j'aime bien shooter genre 16. Okay. Ah ouais, vraiment bien grand angle. Ouais, grave. Ouais. Et très proche. Mais ça, c'est plus dans des domaines fashion. Hein. Ouais. Là, on est vraiment shoot vidéo, fashion, on a un landscape, on a un truc vénère. Voilà. Mais quand c'est trop serré, j'adore aussi au moyen format, genre shooter genre avec un 50 ou quoi, tu vois. Mais c'est très éditorial, c'est très classique. Mais je trouve qu'il y a tellement plus de caractère et d'histoire à raconter quand t'es plus large. Et genre, je kiffe beaucoup plus. Genre, par exemple, un télé, je me verrai jamais qu'un télé. Et pourquoi tu dirais que ça change quelque chose sur ton image? Qu'est-ce que tu peux remarquer que... Tu te sens beaucoup plus proche de la personne. Ou du vêtement que tu es en train de shooter, ou tu vois, il y a un truc, par exemple, tu vois, il y a un mouvement, quelque chose, tu vois. Ouais. Et ça, c'est, tu as une main qui passe devant, tu as vraiment direct beaucoup plus la scène, en fait. Ouais. Tu vois. Je croche sur le fait que tu as parlé de moyen format, du coup tu shootes au moyen format argentique, j'ai pu voir. Exactement, c'est ça principalement sur des shoots, encore une fois fashion, grave. Ouais. Et puis parle-nous un petit peu de ça en fait, parce que c'est pas commun écoute, de shooter, surtout pour du travail en fait. Ouais. C'est toujours un peu difficile de le placer et de le vendre aux clients, on va dire, parce qu'ils sont là en mode mais les images on veut pas machin truc, mais en fait quand tu leur expliques toute la démarche et l'esthétisme qui en sort et aussi le processus, maintenant je travaille avec un bon ami à moi, Théo, j'ai essayé de travailler de plus en plus avec lui où il y a un processus aussi, il fait du handprint et donc tu rescannes ce print en fait, et donc là tu sors des couleurs que tu peux juste pas trouver genre en sortant d'un capteur, tu vois. Ça aussi, mais même genre que tu shootes avec du Kodak et tout, t'as des couleurs que tu peux pas... tu peux évidemment imiter très proche, mais t'auras jamais ce vrai grain, cette vraie poussière que t'avais sur le... Tu vois, c'est... Pour que les gens comprennent bien, donc tu développes ton négatif, couleur. Ensuite, tu fais un print avec ton pote. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le processus Gold. Il y a deux façons de le faire. C'est tu développes ton scan, tu développes par exemple ton négatif. Ensuite, tu les scannes. Donc ça, c'est une première façon. Donc là, souvent, tu ressors du TIFF. Donc là, tu retravailles après, voilà, comme une photo normale. Et l'autre possibilité, c'est ce que je fais avec Théo. On a fait déjà 2-3 tests, c'est super. Et en fait, tu prends ce négatif, tu l'imprimes sur du papier photo. Et ce papier photo, tu le scannes.
Et en fait, là, tu arrives à en fait, même à avoir le grain du papier, tu as un truc vraiment... cool. Mais tu as un passage numérique là-dedans, tu scannes ton négatif. Je suis désolé, je parle vraiment dans la technique, mais tu scannes ton négatif que tu imprimes numériquement sur papier ou tu fais un tirage avec agrandisseur. Tu fais un tirage papier, justement, directement depuis ton négatif. À l'ancienne. En fait, tu fais un processus argentique complet et juste à la fin de ton papier, tu fais un scan. Exact. Putain, c'est cool ça. Ça donne envie d'essayer un petit peu. Vous faites un peu d'argentique ou... Bah oui, clairement. Là, tu vois pas. Mais en fait, les auditeurs ne voient pas non plus. Il y a un rideau, en fait, et derrière ce rideau, il y a un scanner. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il tourne pas. Un des derniers scanners industriels, un Fujifilm pour de la pellicule petit, moyen format, etc. Vous n'avez pas pu me dire ça avant, j'aurais pris le négatif. Mais il est raide. En fait, j'ai l'ordi qui gère le scanner à planter et puis je dois remettre les logiciels. Enfin bref, c'est pas très intéressant dans un podcast. Mais les gars, ils sont hors antenne. Si on peut te montrer, attends, bougez pas, on va pas revenir. Hein. Non, mais alors moi, je suis un grand fan d'argentique et les bureaux regorgent d'appareils. Bon, ils sont un peu cachés maintenant, mais de différents formats jusqu'au 4.5 et puis même plus grand, mais j'ai pas encore utilisé. Ok. Mais voilà, ça prend du temps, c'est une technique qui coûte, qui prend du temps et que je trouve assez difficile de vendre à des clients, surtout que nous, on fait beaucoup du corpo. Donc dans du corpo, voilà. Mais peut-être tu peux nous parler un peu plus de ta philosophie par rapport à ton client, tu avais abordé un peu ça. Ouais. Bah, encore une fois, c'est genre, comme je fais un peu du fashion, où là, tu as cette place à l'esthétisme. Où tu peux aller te permettre, vas-y, j'ai envie de faire du film parce que là tu peux le faire. Mais c'est vrai que si tu es sur un truc corporate, bah, c'est pour ça que je shoot aussi en digital. Si je pouvais, je faisais que de l'argentique, tu vois. Genre vraiment, genre, les gens, s'ils pouvaient m'appeler que pour ça, c'est mon goal, tu vois. Mais quand tu es face à ce genre de choses, j'essaie toujours aussi d'avoir ce côté un peu excitant moi, je kiffe l'esthétisme, je kiffe le beau, je kiffe, j'ai ce goût-là, tu vois. Et donc, même sur des trucs corporate, j'essaie toujours... de ramener un truc, mes potes ils me disent il y a toujours du grain et du glow quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais même sur des trucs corporate ou quoi, où je faisais du branding pour des sociétés financières ou ce genre de trucs, j'essaie toujours de ramener un truc un peu authentique. Genre c'est un peu ça qui me passionne, tu vois aussi, genre ce côté c'est compris quoi. J'ai compris. Mais c'est vrai qu'amener ta patte par rapport à je trouve il faut se différencier en tant que photographe. Alors tu peux le faire numériquement avec ton preset que tu crées sur Lightroom ou autre logiciel et puis tu essayes d'avoir ton esthétique à toi. Je trouve pas facile parce que souvent tu retombes vite dans des clichés Instagram, on va dire. Et je trouve que l'argentique par rapport à ça, comme tu disais avant, t'as pas ce côté numérique que tu reconnais, même avec un filtre qui va imiter de l'argentique. À un moment, je m'étais dit, mais go, je shoot à l'argentique pour les projets que j'aime, mais je veux avoir la même esthétique en numérique. J'ai jamais réussi. J'ai acheté des presets dans tous les sens pour reproduire des films, etc. Tu n'arrives pas à avoir ce rendu, en fait. Ouais, en fait, là, je crois qu'il y a pas mal de nouveaux, un peu des plugins et des trucs qui marchent vachement bien sur Resolve et tout. Ça avait l'air vraiment cool. J'ai pas pu tester, mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment d'art, genre grave d'art. Mais par contre, genre, je suis d'accord avec toi. Si genre le monsieur tout le monde, tu tombes clairement dans ce truc Instagram, ce que je déteste par-dessus tout d'ailleurs. Mais en attendant, genre, une fois que tu penses que tu travailles son film, tu vois tous ces détails, tu aussi t'arrives à le twister et le faire. J'ai vu des mecs qui sortaient des trucs. J'étais là en mode putain, mais je pensais que c'était du film. Genre vraiment. Genre là, il y a des gars, mais c'est des gars super chauds. Il y a un gars de Paris, je sais plus son nom. Bref. Genre, tu vois les photos, tu te dis putain, ouais, c'est. En fait, non, il shoot aussi au moyen format, mais digital, genre un Fuji ou je sais pas quoi, GFX, je sais pas quoi. Et en fait, la manière dont il travaille, c'est noir et tout, genre, s'il y a des oranges de dingue et tout, enfin, ça, c'est. Je sais pas comment il fait, tu vois. Mais je pense que c'est un travail de psychopathe pour arriver à ça, tu vois. Mais en fait, tu vois, t'as cette recherche de l'esthétisme, je trouve, en photo et en vidéo aussi, où tu peaufines ça, c'est ta petite recette un peu pour avoir le rendu que tu aimes. Après, du moment où tu changes d'appareil, c'est un peu galère parce que du coup, tu ne retrouves pas forcément le même rendu, mais qui est hyper intéressant. C'est des fois un petit peu le truc qui, quand tu es photographe, c'est ton délire que seul toi vois. Je sais pas. Mais en vrai, c'est dans les détails de toute façon. Que je pense que tu step up en tant que créatif, en tant qu'artiste. C'est que si tu fais tous ces détails et que ça te garde toujours dans cette même ligne directrice,
tant que créateur. Genre, bah là, les gens, ils vont venir, ah, mais en fait, t'as un style. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu parlais d'argentique, et c'est vrai que moi, il y a quand même une tendance actuelle que je trouvais cool au début et maintenant qui me fatigue, que ce soit en photo ou en vidéo. Il y a ce truc de, on veut faire du film, de l'argentique, que ce soit en vidéo et en photo. Et maintenant, il n'y a que ça. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est la mode de se dire, on fait de l'argentique, on a un rendu argentique, même si on shoot avec du numérique, etc. etc. Est-ce que ça va pas finalement nous amener à un ras-le-bol et puis finalement une annulation un peu de tout ça? C'est une très bonne question. Je me suis posé beaucoup de fois cette question-là, mais je pense que le vrai film ne va jamais disparaître. Bien sûr, ouais. Mais par contre, le look film sur digital, c'est comme je disais, je le déteste de base. Je l'aime pas du tout. Même si je le fais parce que par contrainte, et puis je suis là en mode j'aime quand même mieux que d'un footage digital, mais ça c'est personnel, tu vois. Mais du coup, il y a quand même un peu ce spectre colorimétrique où les gens vont, si c'est bien fait, c'est cool, mais il y en a qui c'est très mal fait. Et ça, je pense que moi j'en ai déjà ras-le-bol. Genre, honnêtement. La simulation, en fait. Ouais. Mais tu regardes, n'empêche. Ça doit être bien fait, en fait. Ça doit être juste extrêmement bien fait pour que ça passe. Ouais. Et même, je suis pas sûr que tu puisses. Actuellement, je suis pas sûr que techniquement ce soit faisable de reproduire vraiment, tu vois, par rapport à. Il y a eu des années où l'argentique a vraiment disparu. Enfin, disparu. Il y a des photographes qui ont continué. Mais ce début des années 2000 jusqu'à 2015, on va dire, il y avait vraiment eu une période un peu morte. D'ailleurs, le matos le plus dingue coûtait rien, en fait. Ouais. De 2005 à 2015, j'ai l'impression. Et puis, 2018-2019, Kodak, ils ont monté leur prix de 20-30% pour la pellicule. Les appareils, tu regardais les prix sur eBay, etc. Mec, mais c'était monté. Mais tu avais des boîtiers qui valaient plus cher d'occasion que ce qui valait neuf quand ils étaient sortis dans les années 90. Ah non, et il y a eu une hype de dingue. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être né aussi, alors il y avait l'effet mode, mais aussi d'une frustration parce qu'en numérique, quand tu as scanné un bon film, shooté avec un bon appareil et une bonne optique, tu es là, ok. Ouais. En numérique, j'ai le dernier boîtier, sa boîte du moyen format, je retrouve pas ça. Et ben, bien sûr, si c'est de la prise de vue technique d'un objet, d'une montre, etc., je pense qu'effectivement, tu as peut-être meilleur temps d'être en numérique parce que c'est un outil plus simple. Mais un portrait, un paysage, enfin voilà. Je sais pas. Je trouve qu'aussi ça raconte tellement plus une histoire. J'allais dire. Je pensais exactement à ça. C'est ça. Et je pense qu'en fait, on a aussi ce code du film. Je parle movie, pas film pellicule. Je fais du movie qui est tourné à la pellicule. Et ça, en fait, c'est un code cinématographique qu'on. En fait, il peut pas. On peut pas. En fait, il est tellement ancré dans l'œil de même nos grands-parents, de nous, que genre. En fait, d'arriver, c'est pour ça que t'as encore des Tarantino qui shootent à la péloche, quoi. Parce qu'en fait, il y a un code, tu vois. C'est inexplicable. Franchement, tu regardes, quand on regarde des photos argentiques, je trouve, shootées actuellement, bien scannées, vraiment clean, un truc bien fait. Et t'es là, mais putain, je sais pas l'expliquer. Elle est moins parfaite que mon fichier numérique, mais waouh, il y a une âme. Mais exactement, il y a une âme, il y a une authenticité. Et peut-être, je sais pas si ça vient vraiment alors là on part loin, mais je sais pas si ça vient vraiment de la physique, c'est-à-dire c'est un film et c'est une image qui vient sur ce film, enfin tu vois, est-ce que c'est un objet vraiment est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est l'œil du photographe ou du vidéaste qui shoot avec la pellicule qui va être différent? Tu vois, comme on sait que entre guillemets on va pas voir ce qu'on va faire, comme on sait qu'on va pas faire une rafale de 120 images secondes, est-ce que aussi notre œil est pas différent en shootant ça? Je pense que clairement, en tout cas pour moi qui change de boîtier souvent entre un digital et un argentique, ou même j'ai des potes qui ont un moyen format en digital et à côté ils ont le moyen format en argentique, et d'abord ils font la view client et après ils shootent à l'argentique. Je pense qu'il y a une raison à ça. Déjà évidemment parce que tu pars sur du film Kodak, mais pour revenir à ce que tu disais avec ce fait que genre l'œil est différent, mais je pense qu'aussi il y a une énergie qui se capte. C'est directement la photo est physique, tu vois ce que je veux dire? Moi je crois grave aux énergies, c'est un truc que je kiffe de manière générale quand je travaille avec des gens, je sens les gens et tout. Et je pense que là quand tu travailles avec une modèle et que tu sais que tu as fait une bonne photo, je vois. Tu sens qu'il y a une énergie qui est passée dans ton... C'est pas dans ton capteur, c'est dans ton film, et elle est physique, tu vois ce que je veux dire? Et ça tu le sens. Et je pense que moi quand j'ai un boîtier digital, j'ai l'impression d'être un peu fantôme, tu vois. J'ai un peu ça, tu vois. C'est comme si je rentre dans une Tesla et tout est propre, et tu rentres dans une vieille voiture et tout est authentique, tu vois.
Et en fait, il y a grave ce sentiment-là, et je pense que tu le ressens clairement dans la photo. Et aussi l'œil, le regard, le truc. Il y a un truc qui va faire que comme tu disais, il y a une âme en fait. Ouais. Mais tu peux avoir la même à côté en digital. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, ou des fois on a ces moments-là avec François quand on est ensemble sur des shoots, tu sais quand le moment se passe. Ouais. C'est un truc de fou. ouais, grave. Le moment quand il se passe, mec, mais t'es là genre... Ça fait des frissons. Ouais. Ok, elle est peut-être pas parfaite la photo ou le plan, tu vois, peut-être qu'il y a un petit focus à côté, ça peut arriver, mais en fait tu sais que sur le moment t'as fait ce que tu devais faire et ça arrive, franchement ça arrive pas souvent, je trouve. Tellement... Ça, c'est la meilleure... Enfin, j'ai l'impression que c'est pour ça que je fais ce métier, je crois. Ah, mais complet. C'est pour ce moment-là, tu vois. Exactement. C'est ça. Pour revenir un petit peu quand même à nos moutons, donc directeur artistique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va aller chercher aussi les demandes de son client, voir ses besoins, etc. etc. Toi, c'est quoi ta méthodologie de travail avec tes clients pour comprendre et cerner les besoins? Ouais. En fait, j'ai un processus que j'avais appris à l'école, que j'ai retweaké, avec plusieurs essais sur des clients, etc. Et ce processus, en fait, c'est un espèce de portrait chinois où, en fait, je donne un questionnaire à toutes les personnes qui touchent près ou de loin de l'entreprise. Donc, je leur demande, évidemment, fonction, nom, prénom, machin. Et dans ce questionnaire, c'est si ta marque était un objet, lequel ce serait? Tu peux me dire une tasse. Mais tu dois le justifier par 3 adjectifs. Et ensuite, après, il y a une série d'objets, de voitures, un sport, un lieu, etc., etc., etc. Et de ça, j'arrive à lire entre les lignes de tout ce que les gens touchent à ce projet au sein de leur boîte et à comprendre, en fait, la valeur émotionnelle qui va en se dégager grâce à ces adjectifs. Donc, ça m'aide à créer un brand, à me créer des moodboards, à, en fait, aller et avoir beaucoup plus de matière avant d'entrer dans le sujet. Tu vois? Ouais. Et en fait, sans ça, j'ai remarqué que souvent, je pouvais faire genre 3-4 possibilités de logo, mais en fait, c'est pas exactement ça, gna, tu vois? Et en fait, tu te trompes parce que t'as pas bien compris la demande. En fait, grâce à ça, en fait, ça te permet de créer ce portrait, ça te permet de créer en fait cette émotion et justement cette valeur émotionnelle à la base. Et cette base-là permet souvent, ça m'est arrivé très souvent, d'arriver avec un logo, une version, et c'est ça qu'ils veulent. Ah ouais. Trop bien. Ouais, trop bien. Mais parce que en fait, tu as créé un entonnoir. Exactement. Avec ton process. Exactement, ouais. Et ça, en fait, finalement, le client est gagnant, toi, t'es gagnant, et en plus, t'as vraiment compris ce qu'il voulait. Ouais. Et en fait, c'est aussi passionnant d'aller chercher dans ces mots, d'aller chercher dans ces moodboards. Ah, c'est ça. Ah, mais en fait, c'est un gris comme ça. Ah, mais en fait, c'est ça. Parce que le toucher de la table, il fait... Tu vois, on va dans ces détails-là, et en fait, bah, t'arrives à générer, en fait, ce qu'ils cherchent, quoi. Ouais. On est quand même dans un pays où les gens, ils ont un peu cette zone de confort. Ouais. C'est des fois difficile d'en sortir alors qu'on leur fait des propositions, etc. Comment toi, tu arrives à justement aller les sortir de cette zone? En vrai, est-ce que j'arrive? Je suis pas sûr. En tout cas, comment tu les... En vrai, on essaie. Il y a une espèce d'éducation client, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Où tu déduques, en fait, les gens, ils sont pas forcément, je sais pas, en parlant d'une petite PME, genre, je sais pas, un menuisier, je dis au bol. Hein. Un menuisier, machin, il a son petit truc, son business, il fonctionne hyper bien, mais ça fait 50 ans qu'il a son logo. C'est un vieux truc avec 5 couleurs, on voit rien. C'était un style à un moment donné, mais en fait, voilà. Après, est-ce que lui, il veut juste simplement avoir un truc un peu plus beau, un peu plus intemporel et genre se diriger là. Et là, c'est aussi d'aller l'éduquer. Genre, il veut une vidéo, mais en fait, tu lui dis, mec, attends, ton logo, machin, tu vois. Tu lui fais rendre compte que, tiens, tu vois. Et c'est en fait, ça, c'est vraiment une discussion. Mais ça aide aussi si tu pars aussi du projet avec ce processus où tu leur réponds aux questions, tu leur montres aussi des choses. Ça, c'est toute une négation. En fait, c'est un travail. C'est un travail, je veux dire, sur plusieurs discussions, plusieurs rendez-vous, tu vois. Bah, là, tu parlais de petite PME, c'est intéressant. Y a une différence d'aborder un client qui a une petite PME, tu disais un petit menuisier par exemple, et puis d'arriver vers une multinationale. Est-ce que tu viens de la même façon? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, une grosse boîte, elle va avoir tellement de guidelines. Et en fait, ça lui donne tellement de freins à sa créativité. Tandis qu'en fait, le petit menuisier, tu peux grave lui faire des trucs d'art, tu vois, des trucs méga cool et tout. Si le gars, il est réflectif et que t'as fait ton taf en mode genre, ouais, je t'ai montré que ça, c'est bien. Je t'ai montré que ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mec, tu vas être le meilleur menuisier du coin, tu vois. C'est sûr. Tandis qu'une guideline d'une marque qui est une multinationale, qui a énormément de contraintes,
parce que voilà, elle a des contraintes, c'est normal, elle vend partout dans le monde, etc. Bah en fait, c'est hyper compliqué d'arriver avec des trucs super cool. Donc ça amène 3 fois plus de travail, des équipes beaucoup plus de cerveau sur un brief, etc. Donc non, les multinationales, je vais jamais l'aborder seul. Si je suis face à un brief avec des grands groupes ou comme ça, c'est t'es le chat dans la jungle, quoi. Non mais c'est vrai, tu vois. C'est clair. Bien sûr. T'es mort, quoi. Ouais, mais en plus, genre tu peux. Mais en fait, le truc c'est qu'aussi tu t'amuses moins. Ouais. Finalement. Ouais, c'est peut-être plus joli sur le papier, tu vois. Ouais, grave, ouais. En bas du site, tac, tu vois. Mais sinon, créativement, c'est pas forcément ouf. Ouais. Est-ce que toi, t'as un projet, t'es pas obligé de dire le nom, mais qui t'a marqué comme ça, qui te vient, justement, selon ce que tu disais avant, qui est fou, en fait, tu peux vraiment faire ce que je veux, quoi. Ouais, casser les barrières. Et puis en vrai, j'ai eu ce projet où je travaille avec c'est une boîte d'événementiel qui s'appelle Expure sur Genève. Okay. Et ils ont organisé un gros festival sur la plaine de Plainpalais qui s'appelait We Hope Festival. Et on s'est rencontrés. Ils voulaient créer justement toute une direction artistique. Donc il m'a donné cette casquette de visuel directeur. Et j'ai pu vraiment faire... Et les gars sont réceptifs. J'ai pas besoin, il n'y a pas d'éducation client. Les gars, ils savent ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire. Ils ont du goût aussi, donc ça aide. Et là, vraiment, c'était un projet où genre, je peux kiffer, je peux faire ce que je veux, je peux amener l'esthétique que je veux. On m'a donné carte blanche, tu vois. Donc après, oui, il y a des contraintes parce que voilà, c'est un festival, il y a certaines choses. Mais tu vois, d'avoir cette chance de pouvoir s'exprimer comme ça sur un projet et créativement, c'est cool. Bah, ça change clairement de faire des trucs où il y a tellement de guidelines et en fait, tu t'en sors pas, tu vois. Et là, tu tombes un peu dans un peu le truc de rêve du moment donné. Et puis en fait, c'est pas tous les clients en fait qui sont comme ça. Et des fois, on en parlait avec François, on se disait, mais en même temps, si tous les clients c'était des projets dingues, et puis voilà, il y a un côté où peut-être tu t'en lasses. Non, je pense. Non. Bah, en fait, je pense pas parce que le truc, c'est que finalement, derrière ce projet dingue et ce truc qui est un peu genre, ok, si tu trouves ça cool, finalement, tu cherches à chaque fois, genre, à toi te faire kiffer. Tu vois? Ouais. Donc en fait, si tu tombes là-dedans, c'est que tu te fais pas assez kiffer parce que t'as pas trouvé le truc qui te fait apprendre, qui te fait grandir, qui te fait ok, j'ai envie de tester un nouveau truc. Moi, j'ai vu ça sur Insta, ça a l'air d'art. Genre, je sais pas, tu vois. J'ai vu un truc sur Pinterest trop cool, j'ai vu machin. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a une nouvelle iPhone qui a une couleur stylée. Genre, je sais pas, ils ont sorti une couleur qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur un produit. Je sais pas, tu vois, c'est des trucs comme ça. Tu dis, tiens, je vais essayer tu vois, ces inspirations-là. Et après, tu vois, c'est justement, c'est le meilleur sentiment, je pense. Et ça, de toute façon, c'est que si en fait, t'as pas ce côté-là, bah tu pourras jamais en fait t'as perdu en fait t'as perdu le sens à ce que tu voulais faire. Quand tu parlais du coup par rapport à la question de François du projet que tu as pu faire par le passé, et puis t'as un projet de rêve. Grave. Et tu peux en parler ou bien c'est le truc que tu chéris dans ton cœur et que, du coup tu le dis pas. Si maintenant, c'est une question qu'on a posée à plusieurs invités, c'est si maintenant demain matin tu te lèves, t'as budget illimité et tu fais ce que tu veux. Je pense que je kifferais vraiment faire une grosse vidéo, une grosse campagne pour Burberry. Intéressant. Putain, j'aurais pas dit comme ça. Burberry, genre un truc. Parce que tu sais, je sais pas si t'as vu le nouveau directeur artistique, ils ont sorti plein de trucs. Et je trouve qu'il y a l'esthétisme qui colle grave à ce que je kiffe. Et je pense que. Et aussi, en termes de vidéos, ils ont sorti des vidéos de ouf. Enfin, il y a un storytelling super d'art. Mais après, il y a d'autres marques comme ça où j'ai envie d'aller dans ce sens-là, tu vois. Et sortir des trucs un peu créatifs dans ce sens-là. Je sais pas, genre. Ça pourrait être quoi Polo Ralph Lauren, ou tu sais, des trucs un peu très classiques, machin, ça m'inspire de ouf, en fait. Très mode aussi, hein. Là, très mode, plus, Je me suis grave dirigé côté mode maintenant, par kiff, en fait. Mais il y a plein de trucs aussi dans le design que je kiffe, j'adore les events. Moi, je fais pas mal d'affiches pour des events techno, genre de trucs, des scènes urbaines. Ça, je kiffe grave. Et rester de ce côté artistique, genre à mort. Genre, si je peux éviter de faire du corporate, je suis chaud. Yes. Ouais. Trop bien. Actuellement, tu es indépendant ? Ouais. Tu as des ambitions un peu des fois de te mettre en équipe Ouais. Parce que là, des fois, avant, tu nous disais je vais pas tout seul si c'est une grande multinationale. Je vais pas tout seul, mais du coup, comment tu fais ? Est-ce que là, actuellement, tu veux créer quelque chose ? Ouais, là, on est sur le point de créer un truc. Ça s'appelle Amé Studio. On est quatre indépendants, justement. On se connaît de longue date, on avait fait nos études ensemble, il y en a qui sont partis en agence, etc. Et en fait, on a commencé, j'ai trouvé ce bureau à Genève qu'on sous-loue dans une agence qui s'appelle OnLab, très sympa, etc. Ils ont super travail. Et en fait, du coup, nous, on s'est mis à 4 dedans, en mode, on est 4 freelances,
Et en fait, de fil en aiguille, on a monté le studio. Et là, on monte le studio, c'est le live. Trop bien, trop bien. Et du coup, voilà, c'est aussi cette alliance qui nous permet aussi de monter sur des briefs plus conséquents. Ouais. Pourquoi Amé Studio? Amé, c'est ami. En quelle langue? En vieux français. Oh, joli. Ça, c'est cool, ça. C'est cool, ouais. C'est cool. Ouais. Brian, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi, personnellement, mais aussi professionnellement, pour ces 5 prochaines années à venir? Bah écoute, que Amé se passe bien. Ok. Que Amé se porte bien, on va dire. Ouais. Non, mais comme on vient de lancer le truc, tu vois, il y a tellement de choses. On parlait juste avant qu'on se mette live, mais il y a tellement de choses à faire. Puis c'est toute une histoire à raconter tout le temps. Donc ça, franchement, ça me tient à cœur qu'avec les potes, on arrive à faire avancer ça, à raconter une histoire derrière. Et ça nous tient vraiment à cœur, tu vois. Genre, on a vraiment envie de faire un truc cool juste pour nous-mêmes, en fait, pour kiffer. Ouais. Et chacun a envie de kiffer aussi, rien que dans l'image de marque que ce studio dégage. Donc déjà ça, et puis après, si c'est plus d'un côté personnel, une campagne Burberry. Non, on te le souhaite. Ouais, Moi, j'avais une question, comme tu abordais ça, en fait. Je parlais ces jours à plusieurs personnes, c'est assez drôle que tu viennes là-dessus, sur mon parcours. Et puis, je me suis rendu compte, je me suis dit, c'est fou, en fait, il y a eu des phases qui ont duré entre 5 et 7 ans. Ouais. Là, tu entres dans une nouvelle phase, toi, où tu vas ouvrir un studio avec des potes. Ouais. Est-ce que tu penses que ton taf d'indépendant va un peu, entre guillemets, finir pour que quelque chose de nouveau puisse naître? Ou comment tu vois ce changement-là? C'est un peu tricky parce que, comme du coup, tu vois, j'ai mon nom, Brian Kelly, qui fait son chemin. Et à côté, je monte le studio. Donc, je balance aujourd'hui un peu entre les deux. Donc, c'est une grosse question que je me pose. C'est comment je peux faire l'un et l'autre. Je pense que le nom Brian Kelly aide à vendre le studio, évidemment. Vous m'avez connu par mon profil, tu vois. Mais il sort de nulle part pour le moment, tu vois. Donc en fait, ça fait une pub évidemment au studio, mais en même temps, si le studio prend, tu vois, je sais pas, ça que l'avenir nous le dira, tu vois. Ouais. Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, je suis content. Et puis t'es prêt à lâcher Brian Kelly? Si Amé, c'est la référence, tu vois, genre ouais. Grave. Ouais. Bah oui. Trop bien. C'est des vrais. En fait, c'est fou, mais tu sais, dans ce métier, je trouve que du moment où tu as envie d'un petit peu avancer. Effectivement, travailler avec des gens, ça permet vraiment d'atteindre ces buts-là, je trouve. L'union fait la force. L'union fait la force, c'est ça. Mais tu as aussi d'autres challenges qui viennent avec le travail en équipe. Alors que quand tu es seul, tu es peut-être un peu plus concentré sur purement ton art, ou des fois ta compta, c'est normal. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, tu as aussi une autre énergie, en fait. Moi, je l'ai senti. J'ai senti ce passage où maintenant, je suis un peu plus directeur d'agence que uniquement photographe. Ouais. Tu vois, avant j'étais un 100% photographe indépendant, maintenant je suis un directeur qui va shooter, mais qui fait pas que shooter. Et puis il y a un petit peu quelque chose qui est entre guillemets mort quand j'ai fait ce pas, mais il y a plein de choses qui ont pu naître de ça, qui sont dingues et je reviendrai jamais en arrière, mais je l'ai vécu pendant un temps. Ouais, mais je crois que je suis exactement dans cette transition-là. Parce que le fait de revenir en équipe, même si c'est des potes à moi, tu vois, j'ai travaillé seul, etc., ou genre en collab, tu vois, donc c'est des gars, tu vois, sur un projet comme ça. Mais là, quand tu montes quelque chose, la dynamisme est complètement différent. Tu réapprends à faire des brainstorms sains, on va dire, tu sais, pas, tu vois. Non, mais pas alcoolisé à 4h du matin. Okay. C'est pas le truc, tu sors la babouche, ciao. Non, mais ouais. Donc voilà, il y a aussi tout ça, il y a apprendre à se connaître entre nous, genre. Et en fait, il y a plein de choses. En fait, finalement, on est potes, mais est-ce qu'on se connaît, tu vois. Et en fait, il y a plein de trucs aussi, surtout quand tu fais de la DA, de la conception. En fait, des fois, c'est juste le regard de l'autre où tu comprends où il va en venir. Et ça, dans ces brainstorms-là, c'est aussi ça, ces phases-là qu'on est en train de vivre ensemble en tant qu'équipe. Et c'est vrai que ça change grave du côté indépendant, etc. Mais c'est une aventure incroyable. Trop bien, incroyable. C'est que le début. Stylé. Trop stylé. En tout cas, on te souhaite tout ce que tu veux. Tout ce que tu souhaites, on te le souhaite. On souhaite tout ce que tu souhaites. Non, mais on se réjouit en tout cas de voir ton avancée et de voir aussi t'épanouir, parce que c'est vraiment ce que nous on souhaite à toutes les personnes qui viennent ici, c'est de s'épanouir toujours et encore plus dans ce qu'ils font. Mais t'as l'air de t'épanouir, donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir. Avant qu'on termine, moi j'avais une petite... T'avais une autre question? Non, c'est bon. Alors je te laisse le micro. Une petite question. Il y a un moment donné dans ce podcast, je me suis dit, est-ce que je place ça là ou pas, parce que c'est vraiment très 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 con. Mais ce sera peut-être une manière de finir en rigolade. On parlait d'énergie que tu peux, tu vois, mettre sur la pellicule par rapport à quelque chose de numérique. Avec François, on se pose toujours une question, mais vraiment un truc de dingue. Je suis pas prêt, je crois. Quand tu as un disque dur de 1 Tera,
Tu l'achètes, il est vide. D'accord. Il pèse 200 grammes. Ouais. Ok. Tu le remplis de données. Tu le remplis de données. Tu vois, tu mets plein de photos dessus. Est-ce qu'il pèse toujours 200 grammes ou est-ce qu'il est plus lourd? Comment t'es arrivé à te poser cette question? Non, mais attends, il y a une autre question aussi, c'est ici. Donc, cette question, tu peux y réfléchir. Ouais, j'y réfléchis. Une autre question, c'est t'es devant une balance. Ok. Ça, si jamais c'est des réflexions qu'on se fait pendant des brainstorms, justement, à 2h du mat. T'es devant une balance. Tu veux monter sur cette balance, t'as une bouteille d'eau dans la main. Tu montes sur la balance, toi, tu fais 80 kilos, admettons. La bouteille d'eau, c'est une bouteille d'eau d'1 litre, donc c'est 1 kilo en plus. Ouais. Voilà, donc tu montes dessus, ok. 81. 81. Tu redescends, tu bois la bouteille d'eau. Tu poses la bouteille d'eau à côté, tu montes sur la balance. Est-ce que tu gardes encore la bouteille d'eau vide dans les mains. Ah, sinon ça change, c'est vrai. C'est vrai. Tu l'as bu cette eau. Est-ce que tu fais toujours 81 sur la balance ou est-ce que tu fais un peu plus, un peu moins? On ne sait pas. On sait pas. Non, je pense que tu fais le même poids. Tu fais le même poids, tu penses? Je sais pas, ouais, je suppose. Et du coup, quand tu captures en argentique, tu as capturé de la lumière. Ouais. Tu vois? Ouais. Est-ce que ta pellicule est plus lourde? Non. Ah putain, t'es sûr, mec? Ouais, je suis quasiment sûr. Ouais, bah. Faudra faire le test. Dites-nous en commentaire si la pellicule est plus lourde, plus légère ou du même poids. Plus légère, pourquoi pas? On sait pas. Pourquoi pas? On sait pas. La lumière peut-être s'enlève du poids. Mais tu vois, le truc du disque dur, j'ai fait le test. Ouais. Vraiment. Ah, t'as fait? J'ai vraiment fait cinglé, mec. J'ai fait le test avec un SSD. Je t'avais envoyé. J'avais un SSD avec une balance et tout. Putain. Ouais. Et en fait, apparemment, donc nous on peut pas le voir, mais je parlais avec Gabriel, un de nos collègues, et il disait que vraiment si tu utilises, je sais plus ce que c'était, il faudrait lui demander, mais en gros il y a une différence de poids du disque, mais c'est des microns, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais c'est minuscule que tu peux pas le déceler. Mais il faut utiliser de la magie noire pour faire ça, ou bien parce que c'est un peu... possible. On a posé cette question à plusieurs personnalités, des artistes, des ingénieurs. Un ingénieur va dire mais t'es con, bien sûr que ça fait le même poids. Tu vois, un artiste, qu'est-ce qui répond à ça? Voilà. On vous laisse avec cette question. Tous tes files, ils sont trop lourds. On vous laisse écrire en commentaire ce que vous pensez de ça. Votre avis, quoi. Voilà. Votre avis compte, mais faites pas des réponses d'ingénieurs, s'il vous plaît, merci. On peut te retrouver sur les réseaux, Brian. Ouais. Il y aura tout en description, comme d'habitude. Allez le suivre, allez lui donner de la force. Merci. De la force aussi à Amé Studio. Je pense qu'il y aura il y aura un compte Insta. Tout ça. C'est déjà en ligne. Alors on online. mettra tout en description. Donc foncez. Merci. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Oui. C'était vraiment un grand plaisir. Merci de cette invitation. Ouais. Merci toi, Will. Merci, comme d'habitude. Ciao, je te sers la pince. Et merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine. C'est bientôt la fin de la saison. Donc n'hésitez pas à regarder tous les épisodes pour ne rien manquer jusqu'à la fin d'année. Voilà. Ciao, merci. Ciao. Ciao.